You must know Gatsby. Vive le cinéma français. Pensez pas que vous avez effacé de mal comme ça autour de vous. Tu as une tête de déterré, Robert. Why so serious? Vous avez vu une vraie licorne vivante? Pourquoi tu pleures? Maybe I'm not good enough. I'm Captain Jack Sparrow. Vous voulez tout savoir de l'actualité du cinéma, les critiques, les infos exclusives et la possibilité de gagner plein de cadeaux? Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans Clapement 5. Je m'appelle Aurélien Rapatel et je suis ravi de vous retrouver comme tous les lundis, mercredis et vendredis pour un nouvel épisode de votre podcast cinéma préféré. Et merci de la part de toute l'équipe d'être toujours plus nombreux à nous écouter. D'ailleurs, si vous nous écoutez sur Apple Podcast, vous pouvez dès maintenant mettre 5 étoiles et ainsi soutenir au mieux Clapement 5. Que vous soyez en train de déjeuner, de travailler ou encore dans le métro, Clapement 5 continue de rythmer vos semaines. Aujourd'hui, il est l'heure de l'interview. Elle est comédienne, vous avez pu la voir sur les chaînes YouTube de Golden Moustache, Studio Bagel. Elle passe parfois par la série avec scène de ménage, par exemple, ou HeroCorp. Et elle est aussi dans le film Nicky Larson réalisé par Philippe Lachaud. L'invité de la grande interview de Clapement 5 est aujourd'hui Justine Le Potier. Bonjour Justine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Je vais te présenter les clapeurs qui t'accompagneront aujourd'hui. Tout d'abord, nous retrouvons notre clapeuse productrice Elsa Morel. Bonjour, ça va? Et pour t'accompagner, Elsa, petit bonjour, pour t'accompagner la journaliste au cinéma Sophie Gauthier. Bonjour à tous. Est-ce que vous êtes en forme pour ce mercredi? Ouais, complètement. Ouais. Ça va. Super, écoute Justine, on va s'intéresser à toi. Et je vais commencer alors avec la traditionnelle question, il faut bien. Comment est venue ta volonté de devenir comédienne? En allant au cinéma. Tout simplement, Tout simplement. T'allais beaucoup au cinéma dans ton enfance? Alors j'y allais pas beaucoup parce que j'habitais à Saint-Malo, donc il n'y avait pas énormément de salles comme il peut y avoir de multiplex dans les grandes villes et tout. Mais ma mère adorait le cinéma et je pense qu'elle m'a un peu transmis ça. Et en fait, comme quand on est petit, on se dit tiens, si je joue dans un film, je vis l'histoire du film, je rentre dans le film, je suis dans les décors, les personnages, et je trouvais que c'était un peu un rêve, quoi. Puis après, en grandissant, j'ai pris plus conscience de la portée, on va dire, politique, artistique du cinéma, et je me suis dit, ouais, allons-y, faisons ça. Alors c'est marrant, j'ai vu une interview de toi où tu disais que, un peu comme ce que nous avait dit Lucien Men, si je ne m'abuse, que quand tu étais petit, tu voyais des films et tu voulais avoir les métiers des personnages de ces films-là. J'ai dit ça, oui, j'ai potentiellement dit ça. Dans le podcast de Mademoiselle, je crois. Oui, mais c'est plus les métiers ou ce qui leur arrive, leurs histoires d'amour, leurs échecs, c'est vraiment c'est le phénomène d'identification, je pense, qui était très fort déjà quand j'étais petite, et même maintenant. Hein. Et c'est ça qui t'a donné envie, du coup, de te dire, en fait, plutôt que faire un de ces métiers-là, autant tous les faire dans le métier de comédienne. Exactement, ouais, c'est assez bien résumé. Si c'est moi qui l'ai dit, je suis toujours il me semble, oui. Je suis toujours en adéquation avec ça. À vérifier dans le podcast de Mademoiselle, mais il me semble, j'ai dit oui, il me semble que c'est ça. Et t'as commencé avec le théâtre, c'est ça? Ouais, mais en fait, j'ai commencé assez tard parce que je savais pas, déjà, je savais pas ce que je voulais faire vraiment quand j'étais ado. Je voulais d'abord faire des films, réaliser des films. Après, je me suis rendu compte que c'était trop compliqué parce que je m'étais mis un parcours dans la tête très bête. Il fallait faire une grande école, mais soit elle coûtait très cher, soit ils étaient 5 sur 5000 à être pris. Donc j'étais bon. Et puis j'avais rencontré un prof de théâtre qui m'avait vraiment donné envie de tourner. Voilà. Tu l'as rencontré à Saint-Malo ou à Paris? Non, à Rennes. À Rennes, d'accord. Fac de Rennes, voilà. Donc t'étais à Saint-Malo, ensuite à Rennes, ouais, et ensuite t'es venue à Paris? Ensuite, je suis venue à Paris, ouais. Et à Paris, t'as fait le cours Florent, c'est ça? J'ai fait le cours Florent et j'ai fait aussi un conservatoire d'arrondissement qui était le conservatoire du 16e, chez les bourgeois. Voilà. Et qu'est-ce que t'as appris du coup le 6e art? Qui est donc le théâtre, je précise quand même. De quoi parles-tu? Qu'est-ce que m'a appris le théâtre? Je pense l'effet de troupe qu'on avait justement, qu'on a gardé un peu, qu'on avait Golden Moustache, Internet, etc. Le collectif. Et puis, techniquement, le fait de jouer, énorme. C'est-à-dire que quand on est au cinéma, on a un micro caché sous la table, sous la veste, etc. C'est pas du tout le même jeu que quand tu as 700 personnes dans la salle et que le dernier mec, au fond, il doit t'entendre. Ça, c'est une technique qui est pas simple, mais que le théâtre t'apprend en premier lieu, quoi.
Et pour rester avec le théâtre, tu as joué en 2015, si je ne m'abuse, dans la pièce de Josiane Balasco, mise en scène et avec Josiane Balasco, qui s'appelle Un grand moment de solitude, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et comment t'es-tu retrouvée avec cette grande comédienne qui est Josiane Balasco ? Elle m'a vue sur Internet. Ah, comme quoi, Comme Internet, quoi. ça ouvre des portes Eh ben aussi. oui, Josiane Balasco est sur Internet. Elle est très... Mais en vrai, elle est très active. Elle regarde plein de trucs et tout. Bon. Bref, et du coup, elle avait appelé mon agent et du coup, l'agent m'avait dit est-ce que tu es libre demain à 14h30, je me souviens, pour aller boire un café chez Josiane Balasco. Qu'est-ce que c'est Sous-grenu un peu. C'est quoi ce bordel ? Et j'y étais allée. Et elle avait été trop bien. Elle est hyper rock'n'roll, quoi. Elle est très ouverte et tout. Et elle m'a dit, ouais, je t'ai vu sur Internet, je cherche quelqu'un pour jouer dans ma pièce, tu corresponds, viens, on discute et tout. Et on a pris un café, une demi-heure. Et elle m'a dit, bon, bah, reviens dans 15 jours, on fait une lecture avec les comédiens. Et puis, si ça marche, eh ben, tu viens avec nous, quoi. Et puis, ça a marché, on a fait la lecture, et je me souviens que la lecture étant finie, elle fait « Oh, on va se marrer en tournée, hein. Tiens, ça va être vachement bien !» Et du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé avec elle. Et ça s'est passé comment, cette expérience, du coup ? C'était formidable. Déjà, est-ce que tu voyages beaucoup ? On est allé on a fait un peu Paris, enfin on a fait 3 mois Paris, mais surtout on a fait l'étranger, on a fait toutes les villes de France, tous les centres-villes de France, on les connaît. Mais justement, ça rapproche énormément. Il y a l'esprit de troupe dont je parlais là tout à l'heure. Nous, on n'était que 4 comédiens, mais plus 2 techniciens et un chien qui jouaient dans le spectacle. Ça rapproche énormément. C'est des souvenirs incroyables, quoi. Et après, beaucoup t'ont connu, et dont moi par la web-série Les Visiteurs du Futur. Il n'y en a qu'un. Le Visiteur, oui, Il y en effectivement. avait qu'un. Écoute, il y a eu plusieurs saisons, moi j'en ai ajouté plusieurs. Peut-être, oui. Le Ça. Visiteur du Futur, tout à fait, de François Descraques. Pareil, comment es-tu arrivé sur ce projet-là ? Alors, c'est très simple. J'étais en classe de théâtre avec Florent Dorin, qui joue Le Visiteur du Futur. C'est aussi bête que ça. Et du coup, on faisait des spectacles... des spectacles avec Florent à l'époque, c'était il y a longtemps, c'était il y a plus de 10 ans, où on faisait des espèces de trucs dans des squats, du théâtre un peu expérimental, contemporain, tout ça, mais on cherchait beaucoup. Hein. Et du coup, on avait un spectacle, je me souviens, sur la vie de Jésus, qui prenait de la MD, qui allait dans le désert, enfin, c'était n'importe quoi. Et je crois que je faisais Marie-Madeleine, un truc comme ça. Et en fait, on faisait des spectacles ensemble. Et lui, il faisait à l'époque donc, cette web-série qui commençait un peu à marcher. Et un jour, on m'a dit, ouais, bah viens et tout, c'est avec des potes, et voilà. Est-ce que t'es arrivé dans la saison 2, toi ? Non, une. Une saison, une Elsa. T'avais déjà joué devant une caméra avant Oui, quand même. Ouais. Ouais. Oui, j'avais fait, je sais plus ce que j'avais fait avant, je sais plus. En 2005, c'était les débuts quand même. Hein. t'as fait De battre mon cœur s'est arrêté. Oui, alors j'avais un tout petit rôle. Je devais apporter un téléphone à Romain Duris dans un spa grand luxe à Paris. Et donc j'avais fait ça. Et j'avais fait quoi avant ? T'as l'air plus au courant que moi. Écoute, je connais toute ta vie. Il a pas oublié. En long métrage, j'ai ça, et après on y reviendra plus tard pour le cinéma. Mais pour revenir sur le Visiteur du Futur, ton personnage est assez incroyable. Il y avait peut-être pas tellement ça sur Internet. Au moment où ça a lancé un personnage aussi avec autant de tempérament, elle s'appelle Judith, c'est ça ? Et elle fait partie de la brigade temporelle. Oui. Est-ce que tu peux nous la présenter rapidement pour ceux qui n'auraient pas vu la série ? Ouais, elle est loin de moi maintenant. Elle est loin de... Mais c'est un personnage qui vient du futur, qui fait partie donc d'un organisme qui s'appelle la brigade temporelle et qui vient à la rencontre, on va dire, de Raph, qui lui est dans le présent et aide aussi ou empêche l'émission du Visiteur du futur. Voilà. Désolée, j'ai résumé du monde. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce personnage-là ? J'aimais bien parce qu'elle était un peu... elle se battait contre des zombies, elle était... Badass. Ouais, elle était badass, elle avait un caractère... elle s'en foutait de tout, enfin, elle était presque froide, un peu sanguinaire aussi de temps en temps. Enfin, il y avait un côté presque comique là-dedans que j'aimais bien. Et qu'est-ce que ça a changé pour toi, cette expérience-là du Visiteur du Futur ? On tournait énormément, donc ça aide beaucoup à... Même si toutes les saisons n'ont pas été produites de manière professionnelle et tout, ça familiarise avec un plateau, avec le jeu, avec la caméra, les autres, etc.
Bah, surtout que beaucoup du Visiteur du Futur, beaucoup de l'équipe après ont une carrière aussi sur YouTube. On a pu les retrouver, Raphaël Descraques dont tu parlais sur Golden Moustache, tout ça. Et comment tu t'es retrouvé justement sur cette chaîne YouTube là? Golden. Ouais, Golden. Et ben via justement Raph Descraques. Ouais, non, Raph qui lui avait été embauché pour être embauché, je sais pas si c'est le mot, mais il faisait partie du collectif d'auteurs, réalisateurs, comédiens de Golden. Et très vite, ils ont eu besoin de comédiennes pour jouer dans leurs sketchs. Donc je suis venue, j'ai commencé à faire les premiers sketchs. Et puis de fil en aiguille, à force d'en faire, on m'a proposé d'écrire mes propres sketchs et de réaliser mes propres sketchs. Oui, dans ceux que tu as fait, c'est lesquels qui t'ont le plus plu? J'ai noté dans ceux que tu as fait, tu as écrit « Fais-moi confiance »,« Braque-moi si tu peux » et « L'aveu » notamment. Ouais, ça c'est ceux sur lesquels moi que j'ai écrit ou que j'ai réalisé. Mais il y en a d'autres que j'avais trouvé... Enfin, je pense par exemple au Dissocié, qui était un long métrage qu'ils avaient fait. Ça, c'était super à faire. Des séries autrement qu'on a fait avec Golden, Les Emmerdeurs, j'ai pas écrit, j'ai pas réalisé, récent, mais c'est des projets comme ça qu'on retient. Et puis, je sais pas combien de sketchs on a fait, honnêtement, mais c'était une bonne période. Elsa, oui. Moi, j'ai beaucoup aimé Fais-moi confiance. Et je voulais savoir d'où était venue cette idée là d'écrire ce sketch. Je crois que c'est parce que, si je ne dis pas de bêtises, j'avais vu une émission de télé anglaise où on faisait des canulars aux gens, on leur faisait croire que quelqu'un était mort et ils devaient je sais plus faire des trucs horribles, quoi, vraiment très trash. Et à l'époque, je crois que c'est en 2014 qu'on a fait les sketchs, en 2015, je m'étais dit, venez, ce serait drôle que... Pour nous, c'était complètement absurde, en fait, de demander à quelqu'un de cacher un cadavre. Ce qui est fou, c'est qu'ils l'ont fait 2 ans plus tard chez Cyril Hanouna. Chez Hanouna, le sketch était devenu presque obsolète, quoi. Et c'est comme ça que l'idée m'était venue. C'était un peu pour parler de la télé poubelle. La dérive. La dérive, ouais. Et c'est arrivé. Effectivement. L'aveu, c'est très drôle aussi. L'aveu, c'est avec Éléonore Coste. C'est avec Éléonore, ouais. Tu l'as vu, Sophie? Ouais, bah justement, je l'ai revu en fait là très récemment et il m'a fait hurler de rire. Enfin, vraiment, il est exquis. Cool. Et comment t'es venue l'idée justement? Est-ce que c'est par rapport à une histoire qui t'est peut-être réellement arrivée? Parce que c'est vrai qu'avoir une haleine un peu chargée, pas toi, hein, pas forcément toi, mais peut-être que quelqu'un, je sais pas, un ami avait une haleine chargée une fois et tu t'es dit, ah bah tiens, ce serait marrant de faire un sketch à propos de ça. De lui envoyer un message. Voilà. Non, pas du tout. Ben, ça me revient, parce que j'allais te répondre, je n'en sais rien du tout, je ne sais plus. Et en fait, si, je me souviens que mon chien, enfin le chien de mes parents, a une odeur assez prononcée. Voilà. Et j'avais fait une story sur Snap où j'essayais de lui avouer d'une manière délicate qu'il puait de la gueule et qu'il était temps de faire quelque chose. Et je me disais non, attends, on va faire ça avec un humain, ça va être beaucoup mieux. Et le sketch est né comme ça. Voilà, comme quoi. Il y a un humour, je trouve, un peu très anglo-américain, avec très visuel à la fin quand elle expire et tout le monde tombe. Que tout le monde tombe. Il y a t'as des inspirations d'ailleurs pour ce sketch-là ou pour d'autres dans l'humour, que ce soit français ou étranger? Oui, dans l'humour français, ça va être un grand classique, hein, mais les nuls, à la Chabat, etc. Je regardais une chaîne YouTube qui était brésilienne, qui s'appelait Portas dos Fundos. Je ne sais pas si elle est encore en ligne. Enfin, je ne sais pas s'ils font encore des sketchs. C'était grosse star là-bas, au Brésil. Qu'est-ce que j'ai d'autre en référence humour? Le SNL, je pense, comme tout le monde. Ouais. Voilà. Mais attends, je vais revenir du coup sur les visiteurs dont on parlait tout à l'heure. Je disais que c'était une expérience qui t'appartient. Les visiteurs, les emmerdeurs. Non, c'est ce que je veux dire. J'ai fait un mélange des deux. Les emmerdeurs, qui est donc la série de YouTube, c'est ça, produite par YouTube, une des premières. Produite par Google. Par Google, d'accord. Ouais, pour YouTube. Pour YouTube. Et donc c'est une série qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui. Et c'est pour ça aussi que ça t'a plu, toute cette immersion. Ce film d'époque. Exactement. Déjà, ce qui m'avait plu, c'était le texte. Je trouvais que c'était assez bien écrit, que c'était drôle, qu'il y avait un ton que j'avais rarement vu. C'est écrit par Valentin Vincent, c'est écrit par plein de gens différents. Le directeur de collection, c'était Vladimir Rodionov. D'accord. Qui est pas loin de Golden, tout ça et tout. Et puis oui, pendant le tournage, en fait, c'était
c'était étrange et formidable en même temps parce qu'on s'est retrouvés donc dans le Loiret. Ils avaient choisi exprès une région où il y a pas, où il y a encore beaucoup de campagne, de verdure et tout. Et on avait vraiment des endroits sur le tournage où là où on dormait ou quand on tournait, qui sont des zones blanches totales. C'est-à-dire que même un texto ne passe pas, un coup de fil ne passe pas et tout. Donc déjà, tu te sens un peu coupé du monde. Et on voyait c'était devenu normal pour nous au petit-déj de voir des installations, des corps avec des nazis qui passaient, des camions, tu vois, avec des chiens, des trucs et tout, où les gens étaient pareil, costumés et tout. Donc il y avait vraiment un truc assez étrange. Voilà, en plus on dort dans les mêmes hôtels, on mange ensemble, il y avait un côté un peu GN chelou. Ah oui. Voilà. Et autre série dans laquelle on peut te voir, c'est Scène de ménage, donc. Oui, t'as un rôle récurrent, c'est ça? Ouais. Oui, j'habite chez Raymond et Huguette. Et bah alors. C'est sympa. Et c'est très sympa d'habiter chez Raymond et Huguette. Moi, ça doit être sympa de tourner avec Marion Game. Ouais, bah en plus, ce qui est super avec eux, c'est qu'ils ont ils me parlent de leur jeunesse d'acteurs, de comédiens, avec des références qui sont... Marion, elle me raconte comment est-ce qu'était Depardieu à l'époque, comment est-ce qu'était Jean-Pierre Cassel, Gérard Hernandez, son grand copain, c'était Jean-Pierre Mariel. Donc, comment est-ce qu'on tournait à l'époque, comment on faisait le cinéma français à l'époque. Eux étaient dans la comédie déjà, mais c'est passionnant, quoi. C'est un échange entre générations. Ah ouais, et puis je suis friande de ce genre de choses, quoi. Marion Game qui joue donc qui joue Huguette, elle est doubleuse aussi, elle fait du doublage. Ouais. Tu t'aimerais faire du doublage, toi? Oui, pourquoi pas. Je sais pas, non, la question est venue comme ça, je me suis dit. Non, pourquoi pas. Et quand c'est des séries comme effectivement Malcolm et tout, c'est formidable. Je pense on se souvient tous de la voix de Marion Game, je pense, dans la mer. Mais oui, écoute, pour répondre à ta question, oui. Et autre chose, t'as joué dans une parodie de Game of Thrones pour Golden Moustache. Il y a plusieurs, je crois. Ah bah c'est possible. En tout cas, est-ce que tu connais bien la série ou pas? Alors je suis arrêtée à la saison 4, je crois. Ah bon, ou 5, je ne sais plus. J'avais une question préparée par Florian Guillaume, mais du coup on va voir si elle passe. Si je te donne 3 personnages, lequel tu mets sur le trône de fer, lequel tu bannis très loin à la garde de nuit et lequel tu tues en écrasant les yeux dans la boîte crânienne. Donc je t'en donne 3. Très violent cette question. Daenerys, Sansa Stark ou Brienne? Est-ce que tu vois que c'est Brienne du coup? Alors Brienne, non. Daenerys, oui. Sansa Stark. Brienne, c'est la grande chevalière blonde. Ah avec les cheveux courts. Oui, formidable. Alors laquelle je tue, donc, c'est ça? Laquelle, oui, c'est ça, tu tues. Laquelle tu mets sur le trône de fer et laquelle tu bannis loin à la garde de nuit? Aucune des 3. aucun choix. Mais non. Non, je dirais... Laquelle je bannis, allez, Sansa Stark, parce que tout le monde l'adore et c'est chiant. Moi, j'aime pas Sansa. Ah, bah tu vois. Moi, je suis pas fan de Sansa. Laquelle je mets sur le trône de fer, celle dont je sais pas le nom là. Brienne. Parce que je l'ai vue d'ailleurs dans une autre série, elle était formidable. Oui, je sais plus ce que c'est aussi, mais j'ai entendu parler de ça. Un truc qui était pas, c'est Jane Campion qui avait fait ça. Oui, Top of the Lake. Exactement, voilà. ouais. Alors c'est moins le personnage que l'actrice que je mets sur le trône. D'accord. Et la dernière, c'est quoi? La dernière, c'est tu écrases les yeux dans la boîte crânienne. Désolée, je l'aime beaucoup. Mais Daenerys. Voilà, il n'y a plus que ça, quoi. D'accord, bon bah voilà, c'était une question un peu plus légère. On va revenir plus sur du coup ton rapport au cinéma. Donc t'as joué dans De battre mon cœur, c'est arrêté. La séquence, elle a été coupée au montage ou pas? Oui, c'est ça, c'est ce que j'avais cru voir. Exactement, oui. Donc, bon, elle est quelque part dans les tiroirs. Dans les tiroirs de Jacques Audiard, quoi. Ouais, peut-être. Et tu as joué cette année dans Nicky Larson de Philippe Lachaud. Oui, montage aussi. Bah non, on te voit dans le film. Oui, t'étais plus présente que... Ah d'accord. Parce que... Mais oui, effectivement. Et quelle est la question? Du coup, non, la question c'est comment s'est passée cette expérience et qu'est-ce qui a été coupé au montage? Du coup, tu m'intrigues. Il y avait un petit peu plus de comment dire, de course-poursuite, de relations avec Mammouth et tout. Est-ce que tu joues une jeune écolière d'auto-école, c'est ça? Exactement, c'est une nana qui se fait prendre en otage et qui sait pas conduire et qui doit se retrouver dans une course-poursuite. Voilà. Et le tournage, alors c'était marrant parce que c'était un tournage sur, j'avais fait 15 jours, je crois, enfin 2 semaines, et c'était que de nuit. Ah oui, bah oui. C'était que de nuit à Monaco et à Nice, si je dis pas de bêtises. Et... en fait, c'était
c'était hyper agréable déjà parce que les conditions sont super. Et en plus, la bande à Fifi, ils sont très... Il y a une espèce de franche camaraderie. On sent qu'ils règnent... Ce côté troupe encore dont tu nous parlais, ouais. Exactement, mais qui, eux, ça doit être là pareil depuis 10 ans, je pense. Et c'est hyper agréable. Je trouve que ça il y a un côté sain, il y a un côté... ils sont encore ensemble 10 ans après. Ça m'a beaucoup plu. Voilà. Et du coup, juste la partie qui a été coupée, tu nous as dit que c'était juste... tu te souviens de... Oui, je t'ai dit, c'était la course-poursuite. D'accord, elle était plus longue, ouais, parce qu'on te voit déjà dans la course-poursuite. Elle était beaucoup plus longue, elle était plus longue, et puis on allait à Monaco, je crois, chercher je sais plus qui, enfin... Ah oui, d'accord, il y avait des péripéties qui ont été coupées au montage. Ouais. Et Elsa, oui. Et comment tu appréhendes le jeu au cinéma ou sur Internet ou à la télé, ça change, enfin... Non, pour moi c'est pareil. Okay. Sauf si c'est du théâtre où là la technique est très différente, mais sinon c'est exactement la même chose. Tu préfères jouer plutôt dans une série, le personnage que tu vas incarner va être développé. Est-ce que du coup tu prends plus de plaisir à jouer un personnage qui va être développé sur plusieurs épisodes ou saisons, ou alors un film, ça te plaît aussi d'avoir un personnage qu'on va voir pendant... Ouais, en fait, ça dépend de ce que tu as à jouer. Oui, de l'histoire. Il vaut mieux avoir 5 minutes dans une vidéo, mais où tu as énormément de choses à défendre, que 5 apparitions dans un 10 fois 52 minutes où tu t'ennuies et c'est très informatif, quoi. Mais sur la longueur, c'est vrai que sur les emmerdeurs, je pense que le personnage était quand même assez complexe, parce que déjà, c'était 10 épisodes. Et c'était l'histoire d'une résistante qui était amoureuse d'un nazi. Donc bon, il y avait quand même des enjeux un peu plus forts à jouer. Et c'est là où la script est ta meilleure amie. Parce que quand tu passes de l'épisode 10, où t'es censé avoir 10 épisodes dans les pattes, à épisode 1, où tu sais plus, tu sais plus à quel moment du film tu es. Ouais. Le réalisateur et la script t'aident dans ces cas-là. Ouais. Et justement, est-ce que tu sens une différence est-ce qu'il y a un mauvais traitement de ceux des comédiens sur YouTube par rapport au cinéma ou peut-être à la télé aussi? Je sais pas, c'est quelque chose qu'on dit beaucoup, mais est-ce que c'est le cas pour toi? Oui, je pense qu'il doit y avoir quand même en fait, je vois plus ça comme des familles que comme vraiment des gros clashs. Donc c'est comment dire, chaque média a son réseau et essaye de se le protéger. Je pense que c'est plus ça que vraiment du snobisme parce que les ponts se font mine de rien. Il y a des youtubeurs au cinéma, il y a des acteurs de cinéma sur YouTube et à la télé pareil. Donc j'essaie de pas trop faire attention à ça. Et il y a un réalisateur ou une réalisatrice avec lequel tu adorerais être dirigé? Mais il y en a plein. Il y en a plein. Mais il y en a plein. Mais si, je sais pas, tu peux en citer plusieurs, hein, c'est pas... Ouais, je sais pas, je dirais Fincher. Je vais loin, hein. Ah va aux États-Unis, on t'en prie. Fincher, Nolan. En France, Alain Chabat, Maïwenn. Ah oui, ce qui est intéressant, c'est que c'est des registres très différents. Ça va de la comédie au drame, au thriller. D'accord. Et d'ailleurs, la réalisation, ça t'intéresse? Oui, j'en fais un peu. Et je sors un court-métrage normalement en févrière-mars. Ça s'appelle Je suis ton père, c'est ça? C'est ça, exactement. Et qui a été sélectionné à l'Alpe d'Huez. Oui, on peut te féliciter. Merci. La première projection sera à l'Alpe d'Huez, oui. Et du coup, c'est pas ta première expérience en réalisation? Non, j'avais déjà réalisé un court-métrage en 2012, mais qui n'était pas bien du tout. Donc, je l'ai jamais sorti. Ah oui, tu l'as jamais... Non. Après, j'avais réalisé des trucs pour Golden. Et là, on va dire, allez, c'est mon deuxième court-métrage, oui. Et tu joues dedans ou non. tu Non, je joue pas dedans. Tu te vois pas réaliser et jouer en même temps? Je l'avais fait chez Golden. Et en fait, ce qui est dur à gérer, je trouve, pour moi en tout cas pour l'instant, ça viendra peut-être après, c'est que comme quand tu as fini une prise, tu as envie d'aller voir le combo. Tu as envie de voir ce que ça donne, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, tu ne peux plus le faire, puisque ça veut dire que tu décuples le temps et qu'il faut avoir quand même un regard neutre et extérieur. Donc il faut déléguer au chef-op. Et en fait, j'ai l'impression que tu es plus tu es plus devant la caméra que derrière. Et tu veux être partout et t'es nulle part en même temps, donc je m'étais dit ok, ça pour l'instant je le fais plus.
Et est-ce que ça t'intéresserait d'ouvrir ta chaîne perso? Parce que du coup, on recevait Nicolas Bernot qui l'a ouverte, Lucien Men aussi. Le court-métrage va être pour le... On a eu le CNC Talent, donc le court-métrage a vocation d'être sur ma chaîne YouTube. Ouais. Que pour l'instant, je n'ai jamais posté une vidéo. J'ai vu que tu avais 14 000 abonnés sans une vidéo, c'est quand même assez fort. C'était plus une chaîne miroir, un truc où je relayais ce que je faisais, mais ouais, ça va être le premier contenu dans lequel je ne serai pas. Donc, voilà. Et j'ai vu dans une interview que tu disais que t'écrivais ou t'as écrit un premier long métrage. Non. Eh ben j'ai cru voir ça. Eh ben faudrait que je vérifie. J'ai des idées, mais j'ai pas écrit de long métrage. T'as pas encore planché dessus. Ou alors vraiment faut que je m'inquiète. J'écris la nuit et je m'en souviens pas. Non mais je sais pas. Ça m'a peut-être échappé. Sophie, est-ce que tu as une question pour Justine? Peut-être par rapport au théâtre, étant donné que tu as commencé par ça, est-ce que tu penses que c'est vraiment nécessaire de commencer par le théâtre pour ensuite se diriger vers le cinéma? Moi, oui. Je pense, pour moi, je pense que ça aurait été très compliqué pour moi de ne pas faire de théâtre et d'être comédienne. Après, il y a des gens, c'est injuste. Théâtre, pas théâtre, cinéma, ils sont bons tout de suite. Ouais. Ils sont excellents direct. Et d'autres où il faut passer par la technique, par des années de scène, de tournage et tout. Donc, je le recommande, oui, pour les gens qui veulent être comédiens, je dirais, faites quand même du théâtre avant. Puis si effectivement vous êtes un petit génie, faites autre chose si vous avez envie, mais c'est quand même mieux, Ouais, parce que le théâtre, ça va t'aider vraiment sur la partie technique. Donc, par exemple, poser ta voix, exactement, savoir justement la porter loin, articuler, tout ça. Et après, le cinéma, c'est vraiment un jeu très réaliste, en fait. Oui, et... Pas forcément, le cinéma, il y a des réalisateurs qui dirigent de façon naturaliste et qui n'est pas... C'est un peu... comment dire ? C'est pas tout à fait ça non plus. Je sais pas comment dire. C'est que... En fait, le théâtre, c'est se confronter à des textes et des situations qui sont tellement compliquées. Donc oui, il y a la technique. Mais quand tu commences par faire Racine, tu fais Phèdre et tout, les enjeux, ils sont tellement énormes. Tu dois jouer une demi-déesse beaucoup plus vieille que toi, qui est amoureuse de son beau-fils. Hippolyte. Et lui n'a pas le droit. Et donc elle veut se suicider et tout. Donc bonjour... les enjeux, tu vois, pour être crédible là-dedans, c'est énorme. Après, tu peux jouer au cinéma aussi, Phèdre, tu vois, mais c'est plus ça. Je trouve que en fait, comment dire, la forme de l'alexandrin plus les enjeux, etc. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus dur. Enfin, moi, c'est ce que j'ai eu de plus dur à faire en tant que comédienne. Donc après, quand t'as une pub Banania en casting, tu vois, ça va quoi. Tu t'en sors à peu près quoi. Et en cinéma, est-ce que t'as une méthode? Lucien Men nous disait qu'il était sur l'Acteur Studio. Je sais pas, toi t'as une... Non, alors moi j'ai jamais fait ça. Moi ma méthode, c'est aller voir le réalisateur et dire tu veux quoi? Parler. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Et t'explores du coup le personnage, son passé, sur ce qui... Oui, par exemple, j'ai fait une série cet été pour TF1. Et elle est flic. Le tueur du lac, c'est ça? Donc là, c'est la suite qui arrive bientôt. Et j'avais été voir le réalisateur. Et en fait, c'est con parce qu'ils ont coupé une scène juste avant le tournage où elle disait qu'elle croyait en Dieu. Ah ouais? Et bref. Et j'avais été voir le réalisateur et je fais, je pense que quand t'étais petite, t'étais scout. Donc voilà, tu vois, après tu peux t'imaginer des trucs comme ça, un background ou le rapprocher de gens que tu connais, ça c'est assez cool à faire, ça, la croyance en Dieu, vous en parliez aussi dans le podcast de Mademoiselle où tu disais que la philosophie t'avait fait ne plus croire en Dieu. Exactement. Ça a fait écho à ça ou non, c'était pas... C'était pas par rapport à ça, d'accord. Non, je pensais plus aux petits scouts qu'on voit dans les églises et tout. Pour moi, c'était ça, c'était ce personnage-là. Mais non, j'ai pas pensé à mon athéisme à ce moment-là. Non. Ça peut être bien ou au contraire, c'est pas forcément à recommander de prendre sur sa propre expérience. T'es obligé. Ouais. Enfin, je vois pas comment faire autrement. C'est ton corps, ta voix, ton expérience, c'est toute la matière, tout toi que tu vas transformer. Donc, t'es obligé de passer par toi, Pour donc créer le personnage. Mais même quand tu réalises et quand t'écris, c'est pareil. Tu te sers de toi, en fait. Elsa, oui. Oui, justement, j'avais une question par rapport à l'écriture. Est-ce que c'est quelque chose qui est venu très tôt ou c'est quand t'as vu les autres faire, tu t'es dit, ah oui, moi aussi, j'aimerais bien? Je me souviens, quand j'étais petite, j'écrivais déjà.
Mais des trucs nuls, hein. J'écrivais quand Faut commencer quelque part, hein. c'était la fête des mères, je faisais un livre de petites nouvelles ou d'histoires que j'écrivais pour ma mère. La pauvre était obligée de lire tout ça, alors que ça ne devait pas être formidable. Et après, quand j'étais en fac aussi, on devait écrire des petits courts-métrages. Enfin, ça a toujours été plus ou moins là. Mais ceux qui m'ont vraiment poussée à le faire, c'est chez Golden, les directeurs artistiques qui vraiment m'ont beaucoup aidée. Et j'ai une dernière question pour toi, Justine. Si tu pouvais parler à la Justine de 15 ans, quel conseil lui donnerais-tu ? N'aie pas peur, ça va bien se passer. Ah ouais, tu t'avais Ouais, trop peur, trop méfiante? Non, mais je pense que j'étais une ado comme tous les ados. Le collège, c'est hyper stressant. Le lycée, c'est hyper stressant. Tes parents te font chier. Tu sais pas ce que tu vas faire plus tard. Enfin, c'est la fête des hormones. Tout est dur, quoi. Et du coup, je pense qu'elle aurait été contente, la Justine de 2000, je sais pas combien, 1999, je sais pas, de lui dire, tu sais quoi, tu vas être comédienne et tu vas en vivre. Eh ben, félicitations. Écoute, merci. Ouais, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Justine. C'est la fin de cet épisode. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à nos clappeurs, mais aussi à Ciné7, à nos partenaires au CD Univers Ciné. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum. Et si vous nous écoutez sur Apple Podcast, vous pouvez nous laisser une note sur 5, toujours pour nous soutenir. On compte sur vous. Vous pouvez aussi le faire sur YouTube, Spotify et Deezer. Et vous pouvez nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter avec le @clap5 pour être tenu au courant de la sortie des prochains podcasts et gagner plein de cadeaux. En parlant de cadeaux, on se retrouve dès vendredi, toujours en ta compagnie, Justine d'ailleurs, pour un grand blind test qui va permettre de remporter plein de cadeaux. C'est Noël avant l'heure, ce Clap en 5. Écoutez, c'est vendredi que ça se passe, alors soyez au rendez-vous. Et d'ici là, eh bien, allez au cinéma.